Bon, je suis terrifié par cette géographie de la parole. J'espère que j'arriverai à parler comme ça. Le problème que j'ai en tant que chercheur, c'est que je ne cherche, mais je ne suis pas sûr de trouver. Et par conséquent, je n'ai pas un objet très autoritaire à vous proposer. C'est plutôt une réflexion très critique sur la nécessité absolue de changer de paradigme pour l'analyse actuelle de la guerre et de la paix. Il y a un changement radical, complètement nouveau et complètement prévisible sans doute, mais enfin bouleversant, qui est ce qu'on peut appeler la jonction dans le temps de la révolution informatique et de la fin de l'équilibre nucléaire qui surgit à la fin de la bipolarité et par conséquent qui nous remet dans un univers où l'espace-temps n'est plus le même. C'est-à-dire on n'a plus la polarité des deux ennemis qui sont le capitalisme et, disons, le soviétisme, pour ne pas utiliser le socialisme trop facilement. Et ensuite, vous avez donc cette disparition. Et puis vous avez en même temps ce que j'appelle la révolution électronique, informatique, tout ce que vous pouvez imaginer, qui est cette prolifération de robots en fait, qui se substituent à des centres de décision sur la base d'un raffinement dans les scénarios hypothétiques, etc., etc. Vous avez cette donc rupture qui est une rupture civilisationnelle. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toujours la différence entre la guerre et la paix. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus pour commencer, parce que, en vérité, la guerre et la paix, ça a toujours été très clairement à la fois indivisible, parce qu'on ne peut pas penser la guerre sans penser la fin de la paix, et on ne peut pas penser la fin de la paix sans penser la guerre. Et toutes ces choses-là sont connues et balisées par la philosophie politique depuis l'Antiquité. Je dirais pas la plus haute antiquité, mais enfin on peut quand même dire que dans l'épopée de Gilgamesh, la guerre étatique commence par une manifestation de jeunes qui jouent du tambour dans les rues de la capitale, et c'est tellement inquiétant qu'on finit par trouver un moyen pour les évacuer, et on fait une expédition coloniale au Liban pour avoir du bois, parce que dans la basse Mésopotamie, c'est de la boue, mais il n'y a pas beaucoup de forêt. Voilà, c'est la première expédition étatique de caractère qui surgit dans un trouble interne. Alors, je dis ça pour dire que partout, il y a un rapport entre la situation interne et la situation de guerre internationale, ce qui fait que toutes les guerres civiles doivent figurer dans notre panorama, et naturellement les guerres internationales. Et maintenant, on se trouve devant l'obligation d'avoir un nouveau vocabulaire, parce que ce qu'on a en ce moment, c'est comme une purée, on ne sait pas comment les appeler. C'est des guerres internationales? Non, ce sont des guerres interreligieuses, interlinguistiques, intervoisinage. Et il y a derrière ça des forces qui sont économiques, oui, économiques, mais peut-être pétrolières, mais peut-être sunnites, mais peut-être chiites, mais peut-être... Bon, vous avez dans le magma du Moyen-Orient le moyen de vous poser la question de ces guerres sont-elles des guerres entre États ou pas? Elles ne sont plus des guerres entre États. Donc nous sommes en face de la réalité qui a commencé à se manifester avec ce qu'on peut dire les États, enfin, la fin du Gold Exchange Standard et la victoire des Chicago Boys, c'est-à-dire la monétarisation globale qui permet ensuite de penser une finance globalisée et même déterritorialisée. Cette chose-là commence dans les années 70. Mais il se manifeste maintenant d'une façon obscène uniquement depuis la crise des subprimes. Bon, obscène, c'est-à-dire le peuple voit que la banque est toute nue. Et cette chose-là n'a pas fini d'être encore instrumentalisée par les opinions. On est quand même encore dans la pensée des États westphaliens. Donc on a une destruction, autodestruction peut-être, des États westphaliens. Autodestruction parce que justement le capitalisme ne fait pas de différence entre un partisan du libre-échange de nationalité
différentes. Si le libre-échange est une généralisation de l'espace économique et financier, bon, évidemment, il reste des Français, mais sont-ils des Français ou sont-ils des banquiers? Et la question se pose à chaque instant. Ça s'appelle de la corruption ou ça s'appelle de la réalité du système économique actuel, etc. Toutes ces questions-là qui sont finalement nouvelles dans leur crudité ne sont pas encore engrangées, à mon avis, dans la pensée qu'on peut avoir. Comment éviter les guerres et qu'est-ce que la paix? Alors, il faut partir dans l'Antiquité. Je parle aussi de Gilgamesh, si on veut, mais je voudrais partir maintenant l'Antiquité grecque, parce que c'est quand même la plus maligne. Alors, vous avez des pas dans la pensée grecque qui, évidemment, pensent sans arrêt la guerre comme une chose qui concerne l'équilibre interne d'une cité par rapport à l'équilibre interne d'une autre, et c'est ça qui crée les questions socio-économico et guerrières. Il existe un auteur grec qui s'appelle Énée le tacticien, qui, à la fin du 5e siècle, a dit, dans une ville, une cité plus exactement, il ne faut pas laisser s'accumuler des différences de systèmes de survie, en particulier l'accumulation des dettes, c'est très mauvais parce que les gens pourraient, disons, préférer leur intérêt personnel à un patriotisme civique, et donc la cité est en danger, donc il faut au minimum éliminer les dettes quand on entre en guerre. Alors il dit, je pose moi-même la question, est-ce que les riches seront d'accord? Et alors, réponse de Énée le tacticien, j'en ai traité, comme vous le savez, c'est le texte, j'en ai traité, comme vous le savez, dans mon bouquin qui s'appelle « De l'intendance ». Autrement dit, il a traité dans un ouvrage qui s'est perdu, d'ailleurs, malheureusement, depuis la plus haute antiquité, une recette pour que l'oligarchie de riches accepte de faire des concessions fondamentales comme l'annulation des dettes en cas de tension avec un risque de guerre, et qu'il a démontré pour des raisons d'intendance que c'était défendable. D'intendance, c'est-à-dire fourniture de ce qu'il faut aux troupes au commun. Ce problème-là, donc, est présent dans toute la pensée grecque et dans la pensée antique. Alors évidemment, nous avons aussi Aristote qui déclare que la grande différence entre la crématistique, c'est-à-dire la finance, et puis l'économie, qui en grec veut dire rationalisation de la bonne maisonnée ou quelque chose comme ça. Oikos, c'est la maison, et nomie, c'est la réglementation plutôt que la loi. Ça veut dire qu'on fait une différence entre la spéculation financière et le management de la survie par la production et la consommation. Cette chose-là, il dit même que le fait que la crématistique ouvre sur un monde où l'enrichissement sans limite est possible puisqu'il ne dérive que du prêt par intérêt, qui est une chose qui fabrique des dettes sans fabriquer de l'or. Alors, ce système-là, dit-il, est non naturel, ce qui est très grave dans la parole aristotélicienne. S'il n'est pas naturel, parce que les besoins normaux de l'humanité sont délimités, on ne peut pas manger plus qu'un steak frites par jour, etc. Et le problème, c'est que, donc, quand on aboutit à une croissance sans limite, on est dans quelque chose d'artificiel, ce qui est très mauvais aussi, sauf l'artisanat de paix, mais on va en revenir. Donc c'est très mauvais parce que ça ne peut être en fait qu'une qualité soit d'un monstre, soit d'un dieu. Alors il dit, bon, la croissance infinie par la croissance des dettes, eh bien, c'est un fait monstrueux ou divin. Bon. Ce problème-là étant évacué, donc, on entre dans un autre système de réflexion, n'est-ce pas, qui est, faut-il éliminer les dettes, par exemple, si on risque un soulèvement. Alors, un soulèvement, c'est une guerre. Bon. Alors, les soulèvements dus à l'accumulation des dettes et à la misère qui s'impose sous l'influence de la gestion des banques, bon, est-ce que c'est une guerre juste ou est-ce que c'est une guerre injuste? Ce problème qui aurait pu être souligné dans d'autres circonstances, puisqu'il y a toujours eu des problèmes de ce genre, maintenant ça devient un genre de sujet
qui est immédiatement global. Alors autrefois, on avait ça comme un sujet immédiatement local, ou quelque chose qui pouvait être cadré dans une pensée juridique délimitée. Là maintenant, non, on est affronté directement à l'essence même du système financier global. Autrement dit, voilà que le pacifisme, c'est-à-dire aussi l'horreur pour les guerres civiles, la défense des droits de l'homme et tout ça, ça surgit maintenant comme un front global extrêmement difficile à délimiter localement. Ça veut dire que chaque mobilisation, c'est pour ça que je suis d'accord qu'il faut réfléchir aussi aux mobilisations qui sont pour la paix, nécessairement doit avoir un retentissement ou une définition ou une intelligence globale, partie d'un problème global qui est facile à établir d'une certaine façon, alors qu'avant on pouvait toujours penser que la suprématie du pouvoir politique dans un État faisait que les circonstances locales étaient dominantes, enfin souveraines, comme on disait. Donc cette disparition de la souveraineté absolue des États westphaliens devant la souveraineté relative des entreprises, je dirais une souveraineté des entreprises qui n'est pas réglée comme devrait être une souveraineté des entités souveraines si c'était des nations. On dirait le programme a été fait, mais le programme de réglementation, y compris de répression des entreprises comme substance souveraine pouvant commettre des crimes, ce qui est une bonne définition de l'État quel qu'il soit, eh bien, n'a pas été évidemment encore programmé. Donc nous sommes maintenant dans cette transition, mais ce n'est pas une transition rapide, enfin, elle est assez rapide du point de vue de l'histoire de l'humanité, mais elle n'est pas si rapide que ça. Bon, moi je suis d'une génération assez archaïque déjà. Ben, je me souviens quand même que ma jeunesse, c'était la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Bon, c'était des guerres justes d'un côté et injustes de l'autre, d'ailleurs, ça dépend de qui regarde la question. Mais il y avait aussi, évidemment, la cristallisation du système mondial à travers la double puissance économique, tout ça, et nucléaire que représentaient les États-Unis et la Russie. Alors, cette monstrueuse opposition qui joue avec la destruction complète de l'humanité, puisqu'on a de quoi mettre la destruction de l'humanité à l'ordre du jour, elle s'est en quelque sorte cristallisée dans un système qu'on peut appeler pacifique. Pacifique au sens étymologique, c'est-à-dire qui fabrique de la paix. Alors c'est pacifique, pourquoi ? Parce que la double terreur réciproque créée par les armements et les arsenaux nucléaires de plus en plus perfectionnés fait qu'on ne pense pas qu'il puisse y avoir vraiment une guerre. Donc ce verrou pacifiste a été en fait solennellement institutionnalisé en 1962 grâce à la crise des fusées à Cuba. Il s'est passé là une chose qui paraît ne plus être possible maintenant, à savoir qu'on était au bord d'une guerre nucléaire, c'est une façon de parler qu'on n'y était pas, n'est-ce pas ? Et ce qui a tout arrêté, c'est un coup de téléphone de Kennedy et de Khrouchtchev, dans lequel ils se sont dit notoirement, surtout Khrouchtchev, il a dit « Mais enfin, vous me connaissez, je ne suis pas fou !» Alors ils ont dit « Ouais, en effet, on n'est pas fou, on ne va pas faire une guerre nucléaire. » Un truc comme ça, par téléphone, comme si c'était une brouille familiale qui pouvait se régler comme ça. Il n'y a même pas besoin d'une vieille tante. Alors, ce problème-là, vous avez eu ce sentiment, en effet, qu'il suffisait d'un message clair. Alors, pour prouver qu'ils ne sont pas fous, ils ont retiré les fusées intermédiaires, une qui était disposée en Turquie et l'autre à Cuba, et qui rendait terrifiante la disposition de l'arme nucléaire, parce qu'ils étaient dominés par un espace-temps de la décision tellement rapide qu'on ne pouvait pas penser pouvoir l'arrêter s'il y avait une erreur. Donc ils étaient trop près. Ils ont retiré donc les fusées qui étaient les plus alarmantes, de façon à ne pas vivre dans l'alarme permanente. Cette chose-là a été décidée en un quart d'heure par téléphone. Bon.
Je dis, on n'est plus dans la même époque, parce qu'on voit très bien que ça a complètement changé, que la crise coréenne, par exemple, quelque chose de théâtral, extraordinaire, c'est de la commedia dell'arte pure, parce que, évidemment qu'ils ne vont pas s'envoyer, mais ils se font des déclarations qui sont du pur théâtre de terreur, disant qu'ils allaient se tuer réciproquement, vous allez voir ce que vous allez voir, et ce sera une tempête de feu, tout ça. Ces choses-là, alors c'est très difficile, effectivement, que ça s'arrange par un coup de téléphone qui dirait « Vous me connaissez, je ne suis pas fou ». Mais il pourrait peut-être dire « Vous me connaissez, nous sommes tous les deux fous ». Bon. Mais au fond, ça n'a plus la même importance. Et c'est un jeu de rôle qui est faussement héroïque et très, très déséquilibré. Et qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est plutôt la gestion de la terreur comme une matière première à plusieurs entrées et qui servent en général à soutirer des peuples une trouille pas forcément rationnelle de beaucoup de choses qui viendraient ou encore des États, ou de nouveau des alliances, mais qui ne seraient pas qualifiables très facilement. Pourquoi est-ce que c'est possible de dire cette chose floue, n'est-ce pas, que je viens de dire, pas du tout intéressant, évidemment, puisque c'est une espèce de barbouillade que je suis en train de dire. Mais les situations sont comme ça. Pourquoi est-ce que ça a changé? C'est-à-dire que la franche terreur qui sortait de l'arsenal nucléaire n'existe plus tout à fait. Bon, mais c'est parce que les pensées stratégiques sont devenues complètement différentes. Alors on peut en donner une preuve extrêmement précise. Alors c'est très ennuyeux d'une certaine façon, parce qu'il faut lire sérieusement les pensées stratégiques de l'Alliance Atlantique, par exemple. Mais je peux faire un résumé en quelques étapes, hein, parce qu'on sait très bien que quand la Russie disparaît, il y a un grand désarroi. Un grand désarroi dans l'armée américaine. On trouve des articles en disant « Ah, le jour le plus terrible de ma vie, c'est la disparition de l'URSS. Ben là, on avait un ennemi qui était quand même sympa, et tout ça. » Et c'était clair, et tout est devenu confus. Alors, cette disparition de l'ennemi est fondamentale pour comprendre l'actualité de la guerre sans fin et de la guerre sans objet. Là, la disparition de l'ennemi donne soudain à l'arme nucléaire une inutilité qui devient visible, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. L'Union soviétique n'existe plus, il n'y a plus d'ennemis. Et donc, pourquoi continuer? Alors, le pourquoi continuer doit prendre des chemins vicieux. Il faut continuer parce que c'est aussi là que se forge toute une culture de la révolution électronique, de l'hyperprécision spatio-temporelle, de toutes sortes de choses. C'est contraire, d'une certaine façon, à l'utilité de la bombe atomique, qui est pas d'être précise, puisque ça sert à rien. Mais on fait maintenant des bombes atomiques ultra précises, au dixième de mètre près, pour rien, puisque de toute façon, c'est pour détruire une ville entière facilement. Ce problème-là, ça veut dire que ce qui compte, c'est la révolution électronique, et il y a une façon de la subventionner qui est l'armement en général. Alors, il y a une partie du nucléaire qui devient très astucieux au point de vue de la temporalité de l'espace-temps, mais il y a aussi la préparation d'un nouvel arsenal qui, lui, va servir au massacre post-nucléaire. Cette transformation de l'armement, elle est absolument visible. Elle est compensée par rien du tout. Elle est expliquée. Chaque temps de mutation est expliqué. Pourquoi? Parce que les Américains ont l'habitude de s'expliquer. C'est une forme de leur démocratie. Et en plus, ils ont une alliance qui est l'Alliance Atlantique, où ils sont habitués à imposer leur nouvelle vue, et donc ça mérite d'être lu comme un discours sensible et raisonnable proposé à une alliance d'États-nations. Alors là, c'est là qu'on est dans le doute tout d'un coup. Est-ce que les États-nations vont être toujours nécessaires à la poursuite des affaires mondiales?
Évidemment, au niveau de l'arme nucléaire, on peut dire que le doute vient simplement du fait qu'une guerre mondiale va être une destruction totale, et donc qu'il y a peut-être quelque chose à vérifier au niveau mondial. Mais là, puisqu'il n'y a plus d'ennemis, on a tendance à dire on pourrait s'arrêter de penser à la guerre nucléaire ou pas, et de faire de la révolution électronique une révolution socio-économique valable. Bon, on n'y arrive pas. Alors, on n'arrive pas à ça, on arrive à une variation de la doctrine de l'OTAN. La doctrine de l'OTAN, évidemment, mettait au premier plan la défense américaine et de l'autre côté, le pacte de Varsovie, la défense russe. Et quand les Russes disparaissent, il reste l'OTAN. La Varsovie disparaît, mais les Américains veulent maintenir l'OTAN comme un objectif propre qui est la domination du monde qui doit leur rester à eux. Tout ça est écrit, hein, c'est pas moi qui est méchant avec les Américains. C'est un moment de la pensée américaine qui était, bon, pas si faux que ça, puisque les Russes n'étaient plus au niveau en question. Alors, pour rester maître du monde futur, il n'est pas question de renoncer à la bombe nucléaire, et c'est là que commence le culte autiste de la guerre, de l'arme nucléaire, qui n'est plus attribué à un danger extérieur, mais à un danger possible. Et c'est avec ça que nous vivons depuis, sans nous être aperçus de la mutation, parce que ce qui est commun aux deux, c'est ce que j'appelle la trouille nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le danger nucléaire. Parce que effectivement, on est fatigué, on ne veut pas analyser tout le temps pourquoi on a la trouille. Si on dit que c'est quand même très dangereux, que c'est dangereux d'avoir des explosions nucléaires, on peut le dire ça sans aller plus loin. Mais là, c'est pas ça. C'est que les armements nucléaires servent à construire un modèle de pouvoir dans lequel il reste une hiérarchie. Cette hiérarchie va être comptable. Alors les États-Unis continuent à accumuler des bombes atomiques, mais ils continuent à accumuler aussi le nouvel arsenal, qui est un arsenal qui, selon des militaires américains tout à fait sérieux, est destiné explicitement à des massacres qui doivent avoir lieu prochainement, parce que la montée de la pauvreté qui accompagne la montée de la richesse va produire des soulèvements. Alors, il y a un article très intéressant du commandant Peters, qui est un Américain tout à fait sérieux et d'ailleurs intelligent et dévoué pour la réalité, qui en 1997 dit « Nous serons de plus en plus riches et notre richesse et notre puissance ne va pas s'arrêter là. Et nous aurons de plus en plus de pauvres aussi. Et les pauvres de plus en plus nombreux, nous voudrons se venger et voudront se soulever contre nous. Et nous devrons gérer cela pour continuer à répandre dans le monde nos intérêts et notre civilisation. Et pour cela, il nous faudra faire un bon paquet de massacres. A good amount of killing. Et pour faire ce massacre, il nous faut des armements nouveaux. Ces armements seront ceux de la précision et de la révolution électronique, et plus du tout vraiment les sous-marins nucléaires et les bombes et tout ça. Donc ça, c'est un officier américain tout à fait normal, qui est dans une revue américaine de défense, et il prédit en quelque sorte la situation actuelle, même d'une façon plus anti-nucléaire au fond. Voilà. Chez nous avons le général Poirier, qui n'était pas du tout un bandit, etc., qui disait aussi le nucléaire ne sert plus à rien, on devrait s'en débarrasser, puisque on n'a plus besoin du nucléaire, ce qui était un objet à guerre froide qui produisait de la paix, et puis maintenant, ça n'est plus qu'un objet qui produit de la crainte. Bon. Ce problème donc nous rend face à la paix dans une nécessité d'être créatif. C'est-à-dire que, bien sûr, la paix, tout le monde comprend ce que je dis, la paix, c'est pas la guerre. Tout le monde est d'accord que la paix, c'est quand même plus agréable que la guerre, etc., etc. Et ça, depuis la plus haute antiquité. D'ailleurs, en plus, comme dit le Christ, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Autrement dit, promotion extraordinaire qui est un peu masquée par l'Église, parce qu'on dit toujours que le Christ c'est le Fils unique de Dieu. Non, tous les pacifiques sont des fils de Dieu. Alors, pacifique, ça veut dire artisan de paix, c'est-à-dire irénopoioi, c'est-à-dire
poète, iréno-poète. Bon. Ça veut dire que la poésie de la paix est quelque chose qui est d'abord, de toute façon, une création. Donc ce n'est pas c'est nécessairement une création, parce que l'intelligence se trouve du côté de la guerre en prolifération. Bon. Et d'autre part, elle est en création parce qu'il y a des changements, etc. Donc nous sommes conviés à un reconditionnement du pacifisme. C'est-à-dire que tout ce que je dis, évidemment, provient d'un pacifisme profond de ma génération. Et puis ensuite, du fait qu'on a besoin de faire des économies. Pourquoi est-ce qu'on dépenserait pour le nucléaire quelque chose qui ne sert à rien, alors que nos troupes au Mali ont besoin de louer des hélicoptères lourds aux Ukrainiens qui coûtent là très très cher, et qu'on leur retire des crédits, etc. Des crédits qui sont faits pour limiter la possibilité autonome d'un État européen d'avoir une politique africaine. Bon. Je ne dis pas ça pour défendre la politique africaine qui est derrière l'expédition du Mali. Mais il pourrait y avoir des régimes dans lesquels une armée française puisse se spécialiser dans des interventions de l'ONU ou quelque chose comme ça, et qui lui permettrait de jouer un rôle dans la paix. Donc, le problème, c'est qu'une armée est censée ramener la paix. D'ailleurs, c'était en principe la proposition de Saint-Augustin, qui disait la paix est beaucoup plus importante que la guerre. La preuve, c'est qu'on fait la guerre pour avoir la paix, mais on ne fait pas la paix pour avoir la guerre. Alors ça sonne un peu sophistique grec, ça m'étonne de ce pied noir tunisien. Mais bref, c'est plutôt grec que romain comme façon de ironiser. Bon, l'ironie, pour Socrate, c'est la recherche du réel par des questions non encore résolues. Alors, quels sont les bras? Je ne sais pas si j'ai déjà trop parlé, mais il faudrait faire un programme pour se dire quels sont les nouveaux pacifismes qui doivent surgir de la décadence des sujets westphaliens. Parce que tout l'effort a porté sur une paix qui était une paix entre États-nations. Bon. Si ces États-nations ne sont plus autonomes, mais qu'il y a quand même des guerres, et qui ne sont plus des guerres entre États, mais qui sont des guerres entre je ne sais pas quoi, pour des raisons on ne sait pas lesquelles, ou en tout cas qui sont financières à la finale. Alors, ce système-là va poser des questions qui sont nouvelles. Parce qu'on ne peut pas confier vraiment aux États. Qu'est-ce qu'on confie à quoi alors? Et moi, j'ai acheté là, le petit bouquin sur faut-il criminaliser les entreprises financières. Je pense que c'est une bonne question. Parce qu'on peut dire que les crimes de guerre sont toujours une façon d'être pacifiste. On peut dire qu'une partie même du pacifisme qui peut se répandre d'une façon populaire, c'est que les guerres sont accompagnées toujours de violations des droits de la guerre, y compris, et d'horreurs, etc., etc. Alors, qu'est-ce que c'est que les horreurs qu'on peut attribuer à rien? On ne peut pas dire, mais c'est la faute uniquement des Syriens, ou c'est la faute de qui? Qui est-ce qui est fautif? Les compagnies pétrolières, les ciments Lafarge. Enfin, vous avez un grand trouble qui est d'ailleurs décrit dans la théorie otanienne de la situation mondiale. Comme on ne sait pas d'où viendront les menaces, et on ne sait pas qui seront les menaçants, etc., etc. Et donc il faut avoir des mitrailleuses lourdes et des bombes atomiques et attendre de voir si on devrait les utiliser. Donc voilà ce que c'est que le bellicisme actuel. En face, comment construire un pacifisme. Je pense qu'une partie importante doit être en effet la recherche d'une criminalisation efficace d'un certain nombre de faits qui peuvent ne pas être attribués à des individus. On en a discuté, par exemple, avec comme Chemillé-Gendreau ou William Bourdon, qui sont des avocats, n'est-ce pas, qui défendent des causes improbables. Et il est clair qu'il faudrait inventer un nouveau droit pour pouvoir faire, en bonne et due forme, ce qu'on pourrait appeler une inculpation systémique.
Ça existe d'une façon latente dans la notion de criminalité en bande armée, qui est quand même pire qu'une criminalité. Bon, mais ça, c'est dans le sens où on pourrait tirer du fonctionnement même des compagnies financières des savoirs qui montrent que les actions prises sont décisives parce qu'elles rapportent, évidemment, puisque c'est l'objectif, elles rapportent du profit, mais que ce profit implique des violences extrêmes dans des lieux précis. Alors, cette chose-là, si on n'en a pas créé le concept, il est difficile de l'utiliser. Il y a une discussion pour savoir comment créer les concepts qui ne soient pas ridicules du point de vue juriste. Moi, je ne suis pas juriste du tout, je suis un sociologue du chaos, alors on ne peut pas dire que je suis qualifié pour ça. Mais quand même, Behemoth, c'est le contraire de Léviathan, et c'est comme ça que surgit l'État hobbesien, qui d'ailleurs est l'État westphalien, comme il y a quelques 3 mois de différence entre les parutions de l'œuvre de Hobbes et puis celle non, 3 ans plus tôt, et les traités de Westphalie. Alors, cette qualité juridique du surgissement de l'État-nation comme ce qui va baliser l'anarchie globale qui existe en Europe, avec tous les échelons du système féodal, plus les systèmes marchands et les anses et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut réinventer. Bon. Nous sommes dans une mutation de cet ordre en ce moment. Alors cet ordre-là, donc, exige une définition du désordre, et le désordre n'est plus dans les États-nations, il est parce qu'il y a une liberté des entreprises. C'est-à-dire que vous restituez aux entreprises une liberté qui est hors la loi. C'est pas qu'elle soit contre la loi, elle est en dehors, d'une façon d'ailleurs tout à fait visible. On parle de paradis, effectivement, le paradis est en dehors de la terre, puisque c'est un jardin, d'accord, mais il est spécial. Donc, c'est le ciel. Alors, le problème d'avoir des paradis fiscaux, c'est une façon de parler d'un non-lieu. Bon, mais quand on dit non-lieu en droit, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire quelque chose aussi en sociologie bancaire. Il y a des endroits qui ne sont pas des endroits, qui sont des comptabilités flottantes. Ces problèmes-là, donc, rendent très difficile l'action, puisque l'ennemi est en particulier est utopique profondément, c'est-à-dire non localisable en permanence. Et donc, il n'a pas la qualité d'un État-nation, avec des racines, son histoire, et ses paysans insupportables et tout ça. Et on ne sait pas comment on va le saisir. Donc, le seul moyen pour le saisir, c'est de le saisir par un droit pénal et criminel efficace. C'est tout à fait étrange pour moi d'arriver à cette conclusion, parce que, en gros, je ne crois pas du tout à la prédominance du bon droit sur le mauvais droit, mais c'est comme si c'était la seule dimension du politique qui peut avoir une légitimité d'emblée sur le champ transnational, qui est celui qui produit les guerres. Alors ça, c'est une chose, on pense que peut-être c'est possible, mais on pense aussi une chose paradoxale, c'est que c'est plus facile de penser ça à partir du droit anglo-saxon que à partir du droit romain. C'est-à-dire qu'il faut faire alliance avec les Américains de gauche et les juristes américains de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce mystère que un petit juge aux États-Unis, dans le coin d'un comté, tout d'un coup peut créer ce qu'on appelle de la jurisprudence. Et ça n'existe pas en France. Il ne faut pas un petit juge, il faut un État. Bon. Ce problème-là, il faut une loi. Avec le jugement, lui, crée de la jurisprudence qui lui, est efficace comme création de droit. C'est un système donc qui pourrait, c'est d'ailleurs la présence des Américains dans l'histoire du pacifisme, c'est aussi ça. C'est qu'ils ont la foi dans la justice
dans une justice populaire quelque part, quoi. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est aussi un pouvoir du peuple direct. Bon, c'est ce qu'on voit dans la jury d'assises, mais enfin, en général, ça se limite à ça, et d'ailleurs, on s'arrange pour que les jurés d'assises ne soient pas tous des cousins d'assassins, et tout ça. Bon. Ce problème-là, il est donc un problème de création de liens juridiques qui sont aussi des liens moraux, mais qui auraient ils auraient déjà désigné des coupables. Ce qu'il y a dans ce bouquin, ce qui est intéressant, c'est qu'on désigne ce qui pourrait être des coupables s'il y avait un droit qui disait qu'ils sont coupables. Ensuite, comme ça, c'est toujours basé sur des actions atroces, enfin, c'est pas compliqué, des actions, les résultats d'actions qui sont atroces, ça aura toujours un impact sur ce qu'on peut appeler l'éthique pacifiste. Mais l'autre branche aussi d'une chose qu'il faudra forcément expliciter, c'est que il y a deux professions qui subissent un dommage profond depuis la fin des États-nations souverains absolus. C'est, disons, les religions et les armées. C'est-à-dire que si vous croyez que les armées sont contentes de voir qu'on se prépare à des guerres qui n'existent pas et que ça coûte cher, mais qu'on n'a même pas de quoi remplacer les roues des avions, ou qu'il manque un boulon de 3,9 pour pouvoir faire redémarrer un hélicoptère, etc. Vous avez ces questions-là qui posent pour les militaires des questions sur qu'est-ce que la guerre et la paix, et est-ce que la guerre ne doit pas aboutir à la paix. Or, on a effectivement en ce moment une nouvelle type de guerre qui est une guerre qui finit sans paix. Elle commence sans guerre, elle finit sans paix. Là, elle commence par un accident, un bandit, un régime Assad qui dure depuis 2 générations, avec des massacres et des comptabilités de cadavres, ou bien par la subvention par les wahhabites du mouvement djihadiste qui n'est pas encore celui d'aujourd'hui. Tout ça grâce au pétrole. Toutes ces choses-là échappent aux décisions qu'un certain nombre d'armées continuent à avoir dans leur cahier de doléances ou bien même dans leurs convictions, à savoir qu'il faut que l'armée doit défendre le peuple. Bon, ce qui est marqué dans Aîné le tacticien, si on veut défendre le peuple, il ne faut pas qu'il se révolte contre ses propres défenseurs. Bon, il faut qu'ils soient des vrais défenseurs et pas simplement des maintiens de l'ordre. Ce qui se passe maintenant, c'est que toutes les armées, en fait, transcrites dans le modèle policier. Pourquoi ? Parce que si on dit à un policier, vous pouvez certes négocier avec l'ennemi, et il dira, mais non, mon boulot c'est de faire prisonnier les criminels, et s'ils se défendent à la main armée, on les tue. Et donc c'est ça maintenant la rationalité des militaires américains. Ils ont assimilé cette chose-là. C'est-à-dire, c'est une façon non clausewitzienne de traiter la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'un but politique si on a un adversaire local qu'on ne peut pas appeler un adversaire international si c'est un adversaire interne. Bon. Et donc, toutes ces choses-là dépendent de cette décadence, en fait, de la définition de la guerre et de la paix par les États-nations. À ce moment-là, les armées vont toujours intervenir, c'est déjà le cas, dans des conflits qui ne sont pas des conflits nationaux exactement, qui sont des maintiens de l'ordre. Alors la question de savoir si on maintient l'ordre pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire en faisant quelques massacres, de façon à ce que les gens se tiennent tranquilles, ou bien si on maintient l'ordre en prenant parti pour la rénovation d'un ordre plus juste, comme on dit, ce n'est pas la question. Il faut avoir tous les dispositifs qui permettent d'avoir cette guerre interne, c'est-à-dire une guerre policière.
La guerre policière, effectivement, ne peut pas être vraiment une guerre dans la tradition, puisque la tradition, c'est qu'une guerre se mène jusqu'à la victoire avec une négociation qui s'appelle la paix. Là, mais il n'y a plus ça. La police ne cherche pas à faire paix avec les bandits, ou alors on appelle ça de la corruption. Donc c'est la morale policière qui s'impose partout. Et cette morale policière n'est plus, et n'a jamais été, au départ en tout cas, la vocation militaire. Et donc il y a une crise de la mission militaire en soi. C'est pour ça qu'il y aura des militaires pacifistes, au sens où ils sont plutôt favorables à la construction de la guerre qu'à la construction d'une guerre qui n'est pas la protection du peuple. Ensuite, il y a aussi possibilité de penser qu'il y a des possibilités disons, de susciter dans toutes les religions le rejet de la guerre. Bon. Et oui, mais c'est pas rien. Je veux dire, pourquoi est-ce que les religions ne se sont pas manifestées? Parce qu'elles veulent toutes avoir le monopole de cette chose qui se mélange assez facilement avec le monopole de la guerre. Donc les religions qui sont toutes proclamées pacifistes ont toujours aussi été des religions qui pouvaient faire des guerres tout à fait guerrières d'ailleurs. Alors, puisqu'il n'y a plus cette défense accordée par les États-nations, normalement, cette défense devrait être accordée par les églises. En tout cas, c'est ce qui arrive avec l'islam d'une certaine façon. Ça n'arrive pas dans la forme qu'il faudrait, parce que, évidemment, on se trouve devant une forme d'islam qui s'explique par les massacres de 3 générations dans cette région, qui font que le nombre des volontaires de la mort pour venger un cousin ou une mémoire quelconque est beaucoup plus important encore que chez nous, avec nos guerres mondiales qui étaient quand même des guerres de libération, donc on peut les chanter. Maintenant, les guerres pétrolières n'ont plus aucune espèce de beauté. Alors, vous avez donc ces explosions religieuses qui n'ont plus d'objet proclamé autre que la vengeance. Alors, ces choses-là, elles existent toujours dans toutes les religions. La vengeance est inférieure à la justice. Bon, il y a des chansons pour ça même. Bon. Il y a une chanson cubaine qui dit « J'ai 2 corps pour t'aimer, un cœur d'amour, un cœur de vengeance ». Et vous avez toujours cette idée que les 2 choses peuvent être liées dans une liaison perverse. Et donc, les questions religieuses sont des lieux où on peut imaginer des débats stratégiques clairs et distincts sur la guerre et la paix. Les militaires aussi. Alors je dis ça avec prudence, bien sûr, je dis ça avec prudence, mais c'est pour dire qu'on est dans une mutation tellement importante qu'il faut chercher partout des constructions d'alliances. Et pas se sentir ridicule quand on est 27 devant un pont où la police a précipité, les Algériens du FLN pendant la guerre d'Algérie. Vous avez certainement d'autres moyens de se mobiliser des mémoires, etc., etc. Et voilà, mais je m'arrête parce que je crois que j'ai parlé plus loin que mon... j'ai pas d'horloge, j'ai pas de papier, alors